Et nous sommes le mardi 16 avril 2024, bienvenue à tous dans Moment MMA, votre journal d'information sur les sports de combat, mais surtout sur le MMA et l'UFC, vous commencez à en avoir l'habitude. Alors aujourd'hui, il n'y a pas énormément de nouvelles, tout le monde est encore sous le choc de ce qu'on a vu ce week-end, notamment du super KO de Max Holloway, ça tourne partout. D'ailleurs, vous avez vu, Dana White a posté le KO juste après, chose qu'il ne fait jamais d'habitude pour trouver un KO de l'UFC sur les réseaux sociaux. C'est assez compliqué, souvent c'est filmé depuis les gradins, etc. Là, il a envoyé la vidéo officielle, ce qu'on avait pu voir à la télé, donc c'est assez rare pour être souligné. On va parler un petit peu de Jorge Masvidal aussi, mais je veux commencer tout de suite avec le premier sujet du jour, et ça concerne le retour de Conor McGregor. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'intérêt de la part des fans, et j'en fais partie, pour le retour de McGregor. Il y a encore quelques années, le retour de McGregor, ça aurait été l'événement, on ne ferait que de parler de ça cette semaine, depuis que Dana White l'a annoncé. Et d'ailleurs, vous le noterez, le combat a été annoncé lors de la conférence de presse d'après-combat, donc quand Dana White est seulement face aux journalistes. Il y a encore 4-5 ans en arrière, à l'époque de McGregor, quand il était au top, ça c'était une annonce qui aurait été faite en début de carte principale, ou juste avant le main event, dans la soirée, sur les écrans géants dans le stade, etc. Là même pas, ça a été annoncé comme ça. Je pense même que l'UFC commence à sentir qu'il y a un manque d'intérêt de la part des fans. Et puis là, sur les réseaux sociaux, je vous le dis, tout le monde parle de Max Holloway, un peu de Pereira, puis de l'UFC 300 en général. Mais le retour de McGregor, ça fait pas rêver les gens. Là, j'ai les codes sous les yeux. C'est moins 110, moins 110. Donc voilà, les deux sont à égalité, Conor McGregor et Michael Chandler. Donc vous me direz, vous en commentaire, ce que vous en pensez. Moi, je pense que la sauce va monter. Plus on va approcher du combat, c'est au mois de juin, c'est encore long. Ça va monter petit à petit. Mais vraiment, je pense que l'UFC s'est rendu compte de ça. Les gens ont moins envie de voir Conor McGregor qu'à une époque. Et je le comprends. Parce que le gars... Depuis qu'il est devenu champion des poids légers, qu'il a battu Alvarez, qu'il est parti en boxe anglaise, il est revenu affronter Khabib, là c'était encore au top. Les gens voulaient le voir contre Khabib, même si les hardcore fans, les gens qui suivent tous les jours le MMA, voilà, les actualités, les combats toutes les semaines, commençaient déjà à dire attention, ça commence à dérailler un petit peu, il revient prendre Khabib Nurmagomedov après de longs, très longs mois d'absence dans l'octogone, ce qui n'est pas rien, Khabib c'est pas n'importe qui en face. Ce soir-là il perd le combat, on l'a tous vu. Honnêtement, il démérite pas, faut être honnête, il fait quand même un combat qui est pas si mauvais que ça, surtout dans les premiers rounds. Beaucoup vous le diront, il s'est pas fait contrôler au sol comme les autres. Il a réussi à avoir une petite opposition quand même. Alors je sais que les gens qui le détestent vont me dire non mais il s'est fait rouler dessus, il a pas vu le jour, etc. Vous avez raison, il a été battu. Mais moi je m'attendais à une prestation bien pire que ça. Ensuite, il était revenu contre Cerrone, donc là encore, on nous avait mis les petits plats dans les grands, c'était le grand retour. Et là, contre Chandler, les gens sont lassés, l'UFC vit très bien sans Conor McGregor. Et puis surtout, sa vraie catégorie, c'est les poids légers, on va dire, voire les poids plumes, mais on sait qu'il y retournera pas. Là, le combat va avoir lieu en poids welter. Mais si je dois comparer ce qu'on a vu ce week-end chez les poids légers et ce que va nous offrir Conor McGregor, ce sera en welter, bien sûr. Mais on se doute bien que s'il doit y avoir une suite à sa carrière, ce sera plus chez les poids légers, c'est la catégorie qui lui correspond le mieux. On a quand même vu Max Holloway mettre un KO de fou à Justin Gaethje, donc la catégorie vit très bien sans lui. On a vu Tsarukyan Khan et Oliveira qui se sont affrontés. Beaucoup me diront que c'était pas le combat le plus excitant. Je suis d'accord avec vous, mais en attendant, Tsarukyan Khan, il a gagné son ticket pour aller affronter Makhachev. C'était quand même un combat, on était tendu, on savait pas ce qui allait se passer, on savait que ça allait être très technique, au sol et debout. Et puis là, on a eu Dustin Poirier contre Makhachev qui a été annoncé. On va y revenir après, parce que Tsarukyan Khan en a parlé d'ailleurs. Donc la catégorie dans laquelle Conor McGregor est censé briller, elle vit très bien sans lui. On a un champion qui a l'air ultra dominant. On a des nouveaux contenders qui montent, les anciens qui sont toujours là, Poirier qui a battu Benoît Saint-Denis, donc les anciens, il faut toujours compter sur eux. Holloway qui est sorti de nulle part, on se dit peut-être que Holloway, on sait pas imaginer, Dustin Poirier se blesse à 2 semaines du combat, Holloway dit moi je le prends, on sait pas, tout peut se passer. Donc voilà, Conor McGregor, moi personnellement, j'ai encore envie de le voir combattre, je m'attends pas à grand chose, et puis l'adversaire est très important. Chandler, on l'aime bien, mais là on sait que c'est plus le top 3, top 4 de la KT de Chandler. Il a perdu contre Poirier, on sait qu'il va amener le show, ça on peut pas lui enlever. Mais on sait aussi que c'est un match-up qui avantage un peu Conor McGregor. Chandler, il y a de très fortes chances qu'il lui saute dessus comme un chien enragé, que McGregor nous fasse la spéciale. Un pas de retrait, on désaxe, on envoie la gauche en ligne au menton et Chandler s'écroule, c'est possible. Donc on sait tout ça. Et puis moi quand j'en parle autour de moi à des gens qui suivent beaucoup moins le MMA, qui suivent de loin, qui voient des choses passer sur les réseaux, ils me disent oh McGregor lui ça y est c'est fini, il reviendra plus, enfin ça y est il est plus au top maintenant. C'est rentré dans le cerveau des gens, dans l'inconscient des gens que McGregor c'est plus ce que c'était. Alors est-ce qu'il me fera mentir? J'ai envie de vous dire c'est du MMA, tout est possible. Mais honnêtement j'y crois pas beaucoup. Il a été beaucoup absent. Alors s'il avait été absent à cause de blessures, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire, admettons, il aurait battu Alvarez. Il se blesse. Il revient des mois après contre Khabib.
il perd son combat, il est de nouveau blessé. Si ça n'avait été que des blessures, on se dirait bon, son corps dit stop, mais le mec a toujours le mental, le mec revient, le mec est focus. Là non, le gars il a été faire des films, il a été faire de la boxe anglaise, il y a eu beaucoup de soucis en dehors de la cage, des violences, etc. Donc on sait que le mec est un peu sorti de ça. Et tu peux pas être loin de l'élite pendant aussi longtemps, revenir, faire ce que tu veux. Donc je sais pas ce que ça va donner de son retour, je voulais vraiment vous en parler. Et même moi, quand je mets une miniature avec Conor McGregor, franchement, je fais pas plus de score que si je mets quelqu'un d'autre. Vous voyez là aujourd'hui, je vais mettre Conor McGregor dans la miniature. Vous me dites, bah pourquoi tu le mets si c'est pas si vendeur que ça? Mais parce que moi j'aime bien, voilà, c'est mon sujet du jour, je voulais vous en faire part, donc je mets McGregor. Mais vous voyez, ma vidéo qui a été la plus vue, c'est sur Sharapoudine Magomedov, avant son premier combat à l'UFC, il est même pas combattu, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues. Moi en général, je fais entre 2 et 3000 vues, 2500 en général. Bah avec Magomedov, j'avais fait 9000 vues, c'est ma vidéo qui a le plus marché. Je crois que la deuxième c'est Kamaru Usman, donc vous voyez, Conor McGregor ça perd petit à petit. Maintenant, est-ce on aura l'occasion d'en reparler? Ça se trouve, il va se passer plein de choses d'ici là, et puis la hype va monter, la ferveur, les gens vont être à fond, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le retour en grande trompe. Je m'attendais à beaucoup mieux, mais écoutez, c'est comme ça, et on va passer au prochain sujet. On reste chez les poids légers, même si je vous l'ai dit, hein, le combat n'aura pas lieu chez les poids légers de Conor McGregor. Mais c'est Tsarukyan, puisque on pourrait être étonné, se dire, attends, Tsarukyan, on nous a dit que le vainqueur du combat entre Tsarukyan et Oliveira allait avoir sa chance contre Islam Makhachev, et à peine Tsarukyan a battu Oliveira qu'on apprend que c'est Dustin Poirier qui va affronter Makhachev le 1er juin. Donc ça, Tsarukyan en a parlé, il a dit qu'en fait, dès qu'il est sorti de la cage, il est arrivé dans le vestiaire, tout de suite on a les matchmakers de l'UFC qui lui ont dit, ouais, est-ce que t'es prêt à affronter Makhachev le 1er juin? Il a dit, bah attendez, je crois que ça fait 7 semaines. Il dit, ah, 7 semaines, c'est un peu court, c'est vrai, il sait même pas, ça se trouve, il est blessé, mais avec l'adrénaline, il l'a pas senti, il a peut-être quelque chose, on sait pas. Il dit, bah moi, je préférais avoir un vrai camp, faut que je réfléchisse un peu, tout ça. Puis il dit, bah finalement, hop, j'apprends juste après que c'est Dustin Poirier qui a le combat. Et il relativise, il dit, mais d'un côté, on m'a promis que j'étais contender numéro 1, que j'allais avoir ma chance. Donc autant que je mette toutes les chances de mon côté, que je fasse un vrai camp. Et en plus, il dit, moi, même si on m'avait dit ce serait à la fin du mois de juin, ça m'aurait laissé 10 semaines. Ça voulait dire là 2 semaines de repos et après 8 semaines de camp. Là, j'aurais accepté, mais j'avoue que début juin, ça m'arrangeait pas trop. Moi, honnêtement, très honnêtement, je vais pas lui jeter la pierre. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. La route a été longue pour lui. Makhachev, c'est un rematch, c'est pas n'importe qui. Ça va être le plus gros défi de sa carrière, donc il faut être prêt. Et il dit voilà, après moi, si c'est au mois de juillet, août, septembre, octobre, peu importe, mais juste je veux avoir un vrai camp d'entraînement et je vais pas le blâmer pour ça. Sinon, il expliquait que c'était très motivant pour lui de faire partie de l'UFC 300. Il dit à la conférence de presse, je voyais tous les mecs à côté de moi, Max Holloway, etc. Il y a 5 ans, je débarquais à l'UFC, donc juste avant ce combat-là, je savais même pas que j'allais devenir contender à la ceinture. Je savais pas si je combattrais à l'UFC un jour. Là, je suis à l'UFC 300. Et puis, il dit un peu en souriant, les 300 000 $ de bonus aussi m'ont motivé. Malheureusement, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour les avoir, mais bon. C'est comme ça, tout le monde ne peut pas avoir le bonus de toute façon. Lui, c'était très important pour lui de verrouiller la victoire. C'était vraiment ça l'objectif numéro 1. Il est aussi revenu sur la guillotine de Charles Oliveira au premier round. Il dit, elle était très serrée, mais j'ai pas paniqué. Je sais comment sortir d'une guillotine. Tous les mecs à la salle, tous les jours, essayent de me soumettre. Ma défense de guillotine est très bonne. Alors en disant ça, faut pas qu'il se prenne une guillotine lors de son prochain combat parce qu'on va bien lui ressortir l'extrait. Mais moi je vois très bien ce qu'il veut dire. Mais bon, il y a toujours un peu de troll sur internet. Il dit quand c'est comme ça, faut travailler sur les jambes. Parce que quand tu fais une guillotine que avec les bras, tu forces avec les bras, ça passe pas. Il dit que si t'as les jambes, là c'est compliqué, donc fallait que je travaille sur ses jambes pour pouvoir sortir. Et il dit en plus on était en début de combat, donc j'étais pas plein de sueur, j'étais encore sec, donc c'était un peu plus dur de sortir. Mais écoutez, c'est comme ça. Il dit d'ailleurs, ma famille, quand je les ai au téléphone, ils nous ont dit ouais, nous, on a arrêté de respirer pendant la guillotine tellement on a cru qu'elle allait passer. Et il comprend pas aussi comment il y a un juge qui a pu donner le 3e round à Oliveira. Il dit ok, à la fin du combat, il m'a contrôlé. Mais qu'est-ce qu'il croit? C'est pas parce qu'il m'a contrôlé qu'il avait un début de tentative de soumission et qu'il a tiré la langue qu'il a gagné le round. Et il dit en plus ce juge-là, c'est un Arménien. Alors je comprends pas pourquoi il m'a pas donné le round. Par contre, moi je pense qu'il faut qu'il fasse attention de Tsarukyan parce qu'après il dit ouais, j'aimerais bien le trouver sur Instagram pour lui envoyer un message, mais juste pour lui demander ce que j'ai fait de mal pour comprendre. Mais Tsarukyan, il est un peu borderline. Hein. Vous avez vu. Quand il a fait sa marche jusqu'à l'octogone, on a cru qu'il avait mis un coup de poing à un fan parce que le mec lui a fait un doigt d'honneur. Et il dit ouais, le gars, moi je regardais la cage, j'ai vu son doigt venir se coller à mon visage et me faire un doigt d'honneur. Il dit ouais, je lui aurais jamais mis le coup de poing, je lui ai juste fait une feinte, mais mon manager m'a dit de pas faire ça parce que je vais perdre mon focus, etc. Et puis on se rappelle qu'il s'était battu avec Bobby Green aussi lors de son dernier combat. Attention à pas tout gâcher avec des mouvements comme ça, des sautes d'humeur, ne pas réussir à contrôler ses nerfs. Pourtant quand tu le vois parler à la caméra, elle a l'air tout calme, tout voilà, un mec qui bouge pas, mais c'est pas la première fois, donc surtout là quand tu commences à parler des juges, même s'il se reprend en disant non mais c'est juste pour lui demander, peut-être qu'il y a quelque chose du règlement que je connais pas, je serais lui, je ne commencerai pas à m'attaquer aux juges parce que là ça peut poser problème.
On lui a posé une autre question intéressante, c'est que Oliveira, il serre toujours la main des coachs de ses adversaires, il est très respectueux, et Daniel Cormier avait dit ouais moi je peux pas être ami avec un gars que je vais affronter dans la cage, en tout cas pas tout de suite, faut d'abord qu'on se combatte. Et donc Helwani demande à Tsarukyan, il dit ouais toi ça te pose pas problème ça de pouvoir serrer la main au mec et tout. Il dit non franchement Charles il est très respectueux, moi j'ai du respect pour lui, ça m'empêche pas de lui mettre des coups de poing, de lui mettre des coups de coude, ça a rien à voir pour moi là-dedans. Mais je comprends la question, il y a des mecs hein, qui veulent être agressifs, qui veulent être méchants avant le combat, que ce soit au niveau amateur, au niveau professionnel, à l'élite, hein, comme Daniel Cormier. Donc la question était très intéressante. Et puis enfin, il dit que dans un combat entre Poirier et Islam Makhachev, lui il s'est entraîné avec Poirier il y a quelques années, il dit il y a longtemps mais on s'entraîne pas trop ensemble maintenant parce qu'on sait qu'un jour peut-être on se combattra. Et il le dit à demi-mot, il dit moi je préférais que Islam Makhachev gagne parce que j'ai pas envie d'affronter Dustin Poirier. Voilà, les deux, il dit on est proches, on est en bon terme, donc ça m'embêterait. Donc je comprends entièrement ça. Là, je vais vous parler de Herzerg qui va avoir sa chance pour le titre chez les poids mouches. Alors, je sais plus si je vous en ai parlé il y a 15 jours ou pas, je ne crois pas, sinon bah, je vais vous répéter ce que je vous ai déjà dit, mais ça m'étonnerait. Il a expliqué que quand on l'a appelé pour le titre, il y croyait pas. Déjà, avant son dernier combat, on lui a dit ouais, imagine, tu gagnes ce combat-là, t'as ta chance pour le titre. Il disait ouais, franchement, j'y crois pas, mais si on me la propose, j'irai, je vais pas laisser passer l'opportunité. Et il se rend bien compte qu'en fait, c'est un concours de circonstances. Il pensait que ce serait Albazi qui aurait sa chance. Albazi est blessé. Il dit après Moreno ou Royval, bon bah eux ils ont déjà eu leur chance. On a l'impression que c'est passé pour eux, ils ont affronté plusieurs fois le champion déjà, les fans ne veulent pas trop voir les mêmes combats. Mokaev, il est encore jeune, donc il aura sa chance plus tard, du coup il restait moi, donc forcément j'allais pas dire non. Il estime que Pantoja est très fort, c'est un dur, il est dur au mal, il a du cœur, il est très bon au sol, mais il estime qu'il a des failles debout et qu'il va réussir à les exploiter. Ses points forts à lui, Herzerg, c'est d'aller frustrer ses adversaires, et ensuite c'est là où il devient le meilleur, parce que les adversaires sont frustrés, ils font des erreurs, et il sait les exploiter. Et il n'a jamais combattu en 5 rounds, mais il a déjà été programmé pour faire 5 rounds, et à chaque fois c'est tombé à l'eau, mais du coup il s'est déjà entraîné pour. Et enfin, s'il devait prendre la ceinture, il voudrait être un champion qui défend énormément, qui est très actif, et ça moi j'aime beaucoup, un gars qui parle pas déjà de monter dans la catégorie du dessus avant d'avoir pris la ceinture, ça me fait toujours plaisir. Moi là, Pantoja, pour être honnête avec vous, je le sens intouchable. Ses derniers combats, il m'a impressionné par son cardio. Alors oui, il y a des mains basses, oui, il y a de la prise de risque, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, le mec marche sur l'eau. Je vois pas Herzerg le prendre, mais souvent quand il y a un mec qui sort de nulle part comme ça, bah parfois c'est lui qui fait la surprise. Comme je dis toujours, ça reste du MMA et tout est possible. Avant de retourner à l'UFC, je voudrais faire un petit détour par le Barnacle avec Mike Perry qui va faire son retour hein, contre Thiago Alves, si je dis pas de bêtises, qui a été out depuis un bon moment. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, Perry, il aimerait combattre plusieurs personnes, notamment Dustin Poirier. Il dit ouais, je l'aime beaucoup, j'aimerais le combattre, que ce soit en MMA ou en boxe, peu importe, c'est un mec que j'aime bien, il est sur ma liste. Et le numéro 1, et ça on en parle depuis des années maintenant, c'est Darren Till. Il dit je voudrais le combattre dans ma propre organisation, qu'on fasse un truc entre nous. Alors peut-être qu'on verra ce combat un jour. Honnêtement, je me suis regardé 25 minutes d'interview de Mike Perry, il en ressort pas grand chose à part ça. Il parle, en fait il parle beaucoup pour dire je vais détruire mon adversaire, je suis meilleur que lui, je suis ceci, je suis cela. Donc voilà, mais quand même de savoir qu'il voudrait affronter Dustin Poirier, il a parlé aussi d'un boxeur, un gars qui boxe à la WBC, et puis de Darren Till, donc Dustin Poirier franchement ça m'étonnerait. Darren Till pourquoi pas, depuis le temps qu'on en parle, Till il va avoir besoin de se relancer un moment, il va vouloir prendre de l'argent et contre Mike Perry je pense que c'est le bon moyen. On retourne à l'UFC 300, il y avait Diego Lopez nouveau venu à l'UFC, il a 3 combats à l'UFC peut-être, je veux pas dire de bêtises, il est arrivé en short notice contre Movsar Evloev, d'ailleurs il a dit qu'il voulait sa revanche. Pour ceux qui n'avaient pas vu le combat, il avait fait un super combat contre Evloev, pourtant Evloev qui était déjà à l'époque très bien classé. Il était passé pas loin de le soumettre, pourtant son cardio commençait à être vidé, mais ça avait été la menace jusqu'à la fin, il avait fait poser la menace sur Evloev. J'ai l'impression que l'UFC va faire traîner pour ne pas donner la chance au titre à Evloev tout de suite, alors pourquoi pas, peut-être que Lopez va avoir son opportunité de prendre sa revanche, et on lui a demandé comment il avait géré la pression, tu viens d'arriver à l'UFC, on te met à l'UFC 300, c'est pas rien. Et il dit oui c'est vrai, je viens d'arriver à l'UFC 300, mais c'était mon 30e combat professionnel quand même. Donc gérer la pression, je commence à connaître, et puis ça fait partie du métier. Et comme je vous l'ai dit, hein, il a plutôt fait parler la foudre, hein, parce que le KO qu'il a mis à Youssouf, fallait le mettre. Et moi j'ai hâte de voir la suite, en plus il a une personnalité, il fait tout introverti, tout timide, tu croirais jamais un combattant. Et pourtant il est létal dans l'octogone, donc j'ai très hâte de voir la suite pour lui, surtout dans cette catégorie. Je vous parlais tout à l'heure de Makhachev et Poirier qui vont s'affronter. Bon, en commentaire, tous ceux qui m'ont parlé de ça, vous me dites Poirier va se faire manger. Je pense aussi. Je vois Makhachev meilleur, mais l'histoire serait vraiment très belle que Dustin Poirier batte Makhachev, laisse la ceinture au centre de l'octogone, annonce sa carrière. Et là, franchement, j'applaudis. Super carrière, c'est une très belle récompense pour lui.
Il est parfois tombé bas, il est toujours revenu. On sait qu'il a fait de l'argent, surtout suite à ses combats contre McGregor. Combattant que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai peur pour lui. Et les bookmakers, hein, ceux qui font les cotes, sont du même avis que moi, puisqu'ils voient Makhachev favori à moins 600 et Poirier underdog, du coup, hein, à l'outsider à plus 425. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, pour gagner 100 $, il faut mettre 600 $ sur Makhachev, et s'il gagne, tu gagnes seulement 100 $, alors que Dustin Poirier, si tu mets 100 $ et qu'il gagne, tu repars avec 425. C'est un peu différent de chez nous, les coachs, et qu'il y a des gens parfois qui savent pas, donc je voulais vous en parler. Un petit mot maintenant de Jorge Masvidal, qui va affronter Ned Diaz, hein, très prochainement. Alors moi, je comprends pas trop, des fois, faut pas oublier que quand il y a eu leur premier combat, c'était pour la BMF. Et c'est Ned Diaz qui a lancé l'idée, et on va être honnête, ça a rendu un grand service à Masvidal, il a gagné de l'argent à ce moment-là, la promotion avait été folle. Je rappelle l'histoire pour ceux qui ne savent pas, Ned Diaz affronte Anthony Pettis, il le bat, et dans la cage, il dit ouais, il y a un seul mec que je veux battre, que je veux combattre actuellement, qui mérite de m'affronter, un vrai gangster, et c'est Jorge Masvidal. Et là, la caméra passe sur Masvidal qui est en gradin, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il comprend qu'il a gagné le jackpot, et il dit ouais, on va s'affronter pour la BMF, donc il dit voilà, baddest motherfucker et tout, et c'est de là que part l'idée, c'est Ned Diaz qui construit ça à 100%. Et là, Masvidal qui dit ouais, moi je veux le tuer, en gros je veux lui mettre un KO qui soit inconscient pendant 4 ou 5 minutes, et puis que son âme quitte son corps, machin, et puis qu'il revienne en étant une meilleure personne. Ok, mais franchement, Ned Diaz, il a toujours fait du trash talk, c'est pas non, moi j'ai pas l'impression que Ned Diaz ce soit un mec qui va aller chez toi te menacer avec un flingue pour un combat de boxe, tu vois. Il a juste compris le business, il a compris que quand tu joues les gangsters, ça marche très bien. Je comprends pas trop Masvidal sur ce coup-là, en plus après peut-être qu'il veut vendre le combat aussi, mais je pense qu'il y a des manières plus intelligentes de le faire. Il a aussi parlé de l'UFC, et notamment d'un combat entre Bonikal et Khamzat Chimaev. Et il dit ouais, si ça va à la lutte, Bonikal va manger, va détruire Chimaev. Alors là, je sais pas, honnêtement, j'en sais rien du tout. Moi, de ce que j'ai vu de Bonikal ce week-end, je parle pas de la lutte, je parle du MMA, je pense qu'il va falloir progresser un peu, parce que Chimaev pourrait, comme je l'ai dit, le contrer sur un overhand envoyé comme ça, mais j'aimerais voir le combat entre les deux. Je pense que Chimaev aujourd'hui a un peu plus d'expérience, il est un peu devant, maintenant le cardio serait sûrement du côté de Nikal. Nikal pourrait très bien gérer la lutte de Khamzat, hein, les attaques de lutte, etc. Debout, l'avantage va à Chimaev pour moi, attention, hein, le point arrière en ligne peut faire des dégâts, on l'a vu plusieurs fois. Donc j'ai envie de voir ce combat. Après, ce qu'il y a aussi, je pense que c'est Masvidal n'aime pas du tout Chimaev. Je crois qu'il y a eu des petits mots entre les deux, donc il y va avec Bonikal, un peu par esprit de contradiction. Ensuite, il a parlé de Jake Paul qui va aller combattre au PFL en MMA. On le sait, ça a été annoncé. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va avoir lieu. Et puis Masvidal qui dit ouais, je comprends pas ce qu'il va faire en MMA. Moi, je le détruirais si on s'affrontait dans un combat de MMA, etc., etc. J'ai envie de dire, Jake Paul, il a rien demandé, ça lui fait un petit coup de pub gratuitement. J'avais un peu oublié que Jake Paul allait en MMA, honnêtement, avant d'entendre ça de la part de Masvidal. Donc Jake Paul peut remercier Masvidal pour ça. Et puis il a quand même eu un mot assez drôle concernant Max Holloway. Il dit ouais, quand ce mec-là pointe le sol, en gros, il te dit viens, on va se la donner tout de suite, comme il a fait contre Justin Gaethje, comme il avait fait contre Lamas notamment. Il dit ouais, faut que tu deviennes un sprinter olympique et que tu fasses l'opposé de ce qu'il veut, et surtout tu n'engages pas contre lui. C'est pas faux, mais il y en a dans les commentaires qui m'ont dit ouais, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi je comprends pas pourquoi Max Holloway l'a fait, parce que Max Holloway il était en train de gagner. Il avait 10 secondes, il avait juste à tourner autour de Gaethje, c'était gagner le combat. Gaethje, je comprends qu'il ait dit oui, il avait perdu. Bon, c'est un mec qui a pas peur de prendre des coups, donc il s'est dit bah vas-y, l'autre il rentre dans mon jeu. C'est vrai que tu te dis, Gaethje et Holloway vont aller au centre de la cage et vont envoyer tous les deux. Si j'ai une pièce à mettre, je la mets sur Gaethje. Je pense que c'est Gaethje qui va allonger Holloway. Bon bah, je me serais trompé, j'aurais perdu. Mais au niveau des pourcentages, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Et donc Gaethje, je comprends pourquoi il y a été, parce que c'était perdu. Maintenant, si Gaethje était en train de gagner, qu'Holloway fait ça, j'espère que Gaethje aura été assez intelligent pour ne pas y aller. On n'aura jamais la réponse, malheureusement. On avait Renato Moicano, je vous en parlerai un petit peu plus dans le prochain épisode, mais il a parlé de Paddy Pimblett, parce qu'on sait que ça chauffe un peu entre les deux. Moicano voulait affronter Pimblett, Pimblett répondait pas. Quand Moicano a eu son combat de bouquet contre Turner, Pimblett a dit ah bah moi je veux affronter Moicano. Il dit ah bah attends, maintenant que j'ai un combat de prévu, tu veux y aller, tu vois, donc voilà. Et là il a dit non, mais il m'a envoyé un message pour me féliciter de mon combat, donc j'ai pas envie d'être trop méchant avec lui, mais bien sûr si on me propose de l'affronter, et surtout s'il y a un gros paquet d'argent au bout, j'y vais, c'est sûr à 100%. Donc Moicano, je sais pas ce que ça va donner dans la catégorie. Contre Drew Dober, c'était un retour, on l'avait vu quand même, ça avait été un petit peu chaud. Là contre Jalin Turner, il en a pris une bonne, ça aurait pu être la fin. Moi j'ai du mal à le voir quand même aller titiller les étoiles, hein, aller toucher le top 5, ça me semble compliqué pour Moicano. Maintenant il peut proposer de belles guerres, il l'a clairement fait comprendre qu'il était là pour l'argent, je l'ai dit hier, fin de carrière, je veux prendre de l'argent, je veux mettre la famille à l'abri, donc je comprends entièrement. Jamal Hill, lui, toujours à l'UFC 300, a expliqué qu'il aimerait bien affronter Jiří Procházka.
Il dit moi j'ai jamais eu peur de perdre, 2 fois j'ai accepté des combats pour le titre, 2 fois ça a été en short notice, bon, la première fois ça lui a réussi, la deuxième fois un peu moins. Prochaska contre Jamal Hill, pourquoi pas, surtout que moi je préférais voir Ankalaev affronter Pereira que Prochaska le rematch tout de suite. Je pense que ça grandirait Pereira de battre un lutteur. Ça va être très dur contre Ankalaev, très sincèrement. Ankalaev, il risque de chercher la lutte très rapidement, même si c'est pas ce qu'il fait souvent. Souvent, il va d'abord striker un petit peu. Contre Pereira, s'il veut assurer la victoire, je conseillerais de pas faire ça. Bon, je pense pas qu'il va écouter mes conseils, mais je pense que dans son coin, on va lui dire. Donc, il contre Prochaska, pourquoi pas. Puis il a dit, moi c'est bon, je suis de retour, j'ai pris un KO, c'est comme ça. Vous allez me revoir prochainement. Et puis Aljamain Sterling, il a pas fait le meilleur combat de sa vie ce week-end. C'était une nouvelle catégorie. Il a assuré le truc. Il y a peut-être aussi des stigmates du KO qu'il a pris contre Mané. Il voulait pas se reprendre un deuxième KO. Mentalement, ça a peut-être joué. Et Dana White ne l'a pas enfoncé. Il a dit ouais, bah il a réussi ses débuts. Voilà, il a été plutôt correct, Dana White. Et Sterling l'a remercié. Il dit ouais, il aurait très bien pu dire ouais, c'est sa façon de combattre. Voilà, Sterling fait toujours la même chose, mais il l'a pas fait. Donc c'est très apprécié de la part de Aljamain Sterling. Et puis enfin, concernant Kayla Harrison, elle a déclaré, j'ai entendu dire que Raquel Pennington était blessée tout à coup. Donc si elle peut pas combattre, et ben moi je serais content de combattre peu importe la personne, n'importe qui cet été pour le titre. Si c'est pour le titre, je serai disponible. J'aimerais bien combattre le 29 juin, donc sur la carte de Conor McGregor. Forcément, le coup de pub il serait énorme. Et c'est mon moment maintenant. Bah de toute façon, moi je pense qu'ils l'ont fait venir à l'UFC, c'est pas pour qu'elle fasse 10 combats avant d'accéder à la ceinture, un peu comme Michael Venom Page, une victoire ou 2 victoires et la ceinture tout de suite pour Kayla Harrison. Chez les femmes, on sait qu'il y a toujours un petit peu plus de place, l'UFC peut pousser, moi elle combattrait pour le titre dès son prochain combat, je ne serais pas étonné. Et puis hier, je vous en ai pas beaucoup développé, mais vous savez, il y a le combat entre Strickland et Paulo Costa qui a été annoncé, ça va être un 5 rounds sur la même carte que Dustin Poirier contre Makhachev le 1er juin. Et l'UFC, franchement, ne fait pas un cadeau à Sean Strickland. Strickland, il poussait pour avoir son combat pour le titre. On lui donne Paulo Costa. Je suis d'accord, Costa, c'est pas le mec, il frappe fort. Il a fait un beau combat contre Whittaker. Il était meilleur que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'il serait à côté de ses pompes, dû au temps qu'il a passé hors de l'octogone. Il a fait un plutôt beau combat, mais Strickland, s'il bat Paulo Costa, ça lui assure pas du tout un combat pour le titre après. Costa vient de perdre contre Whittaker. Whittaker n'a même pas son combat pour le titre. Donc je sais pas ce qui se passe entre l'UFC et Strickland. Quand il est devenu champion, ils nous l'ont vendu à toutes les sauces. Ils adoraient Strickland. C'était Strickland par-ci, Strickland par-là. Là, on lui donne Paulo Costa. Honnêtement, j'aurais cru qu'on lui donnerait peut-être un Whittaker, peut-être un Shimaev. Vraiment un combat qui, voilà, tu gagnes, tu as ta chance pour le titre. Là, battre Paulo Costa, je suis pas sûr. Costa, lui, par contre, bat Strickland qui va trash talk avant le combat, etc., qui va bien vendre la chose, c'est un cadeau. Par contre, là, s'il perd contre Strickland, moi j'ai plutôt Strickland favori dans ce combat. Faut voir comment il va revenir de sa défaite contre Duplessis. Après, Costa, par contre, là, il tombe, il est classé 8. Après, il va être après le top 10, et là, ça va être très compliqué pour lui. Mais hier, j'ai pas trop développé là-dessus, mais honnêtement, ça va pas être l'UFC n'a pas Strickland si à la bonne que ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir quelque chose. Et puis enfin, je voulais juste vous donner un petit résumé. Le mois de juin s'annonce historique. On a Makhachev Poirier, Strickland Costa. Le même jour, on a Masvidal contre Diaz. Bon, ok, c'est un combat de retraités, on pourrait dire, mais quand même, les gens qui aiment l'UFC, je pense que vous allez suivre au moins de loin. Le 22 juin, on a Shimaev contre Whittaker. Et puis le 29 juin, on a McGregor contre Chandler. N'oublions pas qu'au mois de juin, on a aussi le chinois Zhang qui va affronter Wilder, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être un très 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 joli mois de juin. Et tout de suite, on va passer à vos réactions avec la Minute Auditeur. D'ailleurs, si vous m'écoutez sur Spotify, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Et je les lis quand il y a quelque chose à développer un peu dans l'émission suivante. Donc n'hésitez pas. Et donc je commence tout de suite avec Razad Ghoul qui me dit « Perso, j'aimerais voir la revanche de Jiri contre Pereira avant que ce dernier ne monte en poids lourd. J'adore ces deux combattants et leur dernière confrontation m'a laissé un léger goût de trop peu. En tout cas, superbe événement avec des scènes marquantes pour l'histoire du sport. » Alors concernant les scènes marquantes, Holloway c'est dans l'histoire et Pereira je pense que ça va y rentrer de dire à l'arbitre « Non, non, attends, laisse-moi » et boum, sur l'action d'après, KO. C'était énorme, je suis d'accord avec toi, parce que les deux avaient un short customisé, donc ça ajoute un peu de piment pour vendre le truc pour l'UFC, c'est toujours mieux. Et concernant la revanche Jiri Pereira, j'aimerais la voir moi aussi, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, je préférais voir Pereira avant ça, prendre Ankalaev. Pour sa légende, imagine s'il bat Ankalaev, on pourra même pas dire, ouais mais quand il a un lutteur en face ça vaut plus rien, on pourra pas dire, il aura battu Ankalaev. Donc c'est un combat que je veux voir, et après Prochaska, oui tout à fait, le premier combat, j'avais été déçu, tout comme toi, ça s'était terminé vite. Après, bon, bah, c'est Pereira en face, donc tu sais que quand ça touche, ça va forcément se terminer plutôt rapidement. Mais je pense que t'es pas le seul à vouloir voir ce combat.
Ensuite, j'ai la carotte sévère, donc tu me laisses un beau message, mais il y a une chose surtout qui me marque. Depuis quand c'est devenu une règle officielle que dans les 10 dernières secondes, on doit baisser sa garde et balancer tout comme un kamikaze, et c'est à celui qui tombe en dernier. C'est débile, pourquoi tout le monde accepte de tomber dans le piège de Max Holloway? Je suis d'accord avec toi, il y a de plus en plus de mecs qui le font. Max Holloway, il l'avait fait il y a des années, je sais pas, peut-être 2000, avant 2015, c'est sûr que c'était avant 2015, contre Lamas, et ça lui avait plutôt réussi. On avait le Korean Zombie qui avait fait ça contre Rodriguez, ça lui avait pas réussi du tout, il s'était bien fait piéger. Mais ouais, les mecs prennent des risques. Après, c'est cool, ça fait partie du folklore. Quand tu viens voir un combat, tu veux que les mecs se la donnent à fond, se détruisent et tout. Donc pour le public, c'est cool. Pour les combattants, bon bah, au mieux, tu perds juste un peu de neurones et au pire, tu prends un KO. Et donc, et le pire du pire, c'est que t'es en train de gagner, tu prends un KO. Mais ça, bon, je comprends ce que tu veux dire. Après, moi, pour le spectacle, j'aime bien. Maintenant, je pense qu'il y en a certains qui vont privilégier leur cerveau et la victoire plutôt que de faire ça. Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, c'était une bonne émission, je suis content d'avoir développé le côté Conor McGregor, j'ai pris un peu plus le temps, c'est aussi ça le but de passer en podcast, et de moins m'attarder sur le montage vidéo, c'est que j'ai un peu plus de temps pour développer. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, de Conor McGregor, est-ce que vous êtes descendu du train? Est-ce que vous pensez que ce train va prendre de la vitesse, plus on va s'approcher de l'événement, que l'UFC et Conor McGregor vont réussir à nous vendre l'événement? Je ne sais pas, après je serais content que ça fasse un gros chiffre de vente, pour Chandler. Chandler, depuis le temps qu'il attend, j'espère qu'il va avoir un petit intéressement au pay-per-view, qu'il va se remplir les poches, et puis lui c'est pareil, une retraite bien méritée, il a une carrière de fou, hein, pour ceux qui savent pas, il a pas commencé le MMA avec l'UFC, il a eu une carrière avant, il a eu des guerres avant, donc n'hésitez pas à liker l'émission, à aller me suivre sur Spotify, un moment MMA, je vous le dis, peut-être qu'à un moment, il y aura... Là, il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent, ouais, sur YouTube, ça serait bien que tu postes, même sans montage vidéo, on s'en fout, juste qu'on t'écoute sur YouTube. Moi, honnêtement, ça me va, en plus, YouTube, c'est monétisé, donc si je faisais ça que pour l'argent, je serais resté que sur YouTube, mais j'ai aussi envie de garder la petite communauté qu'on a, c'est cool d'échanger, j'aime bien parler au micro, donc voilà, je vous dis peut-être à demain ou à plus tard dans la semaine, prenez soin de vous, salut!